Bonjour et bienvenue à tous sur EPS. Alors, comme promis, je vais faire un petit point sur les théorèmes énergétiques. Alors, c'est limité à la mécanique du point, bien entendu, donc ce qui concerne la première année de l'enseignement supérieur de façon générale. Alors, les objectifs de cette vidéo, donc, c'est de savoir établir les 4 théorèmes énergétiques, hein, à savoir donc le théorème de la puissance cinétique, le théorème de l'énergie cinétique qui est bien plus connu, le théorème de l'énergie mécanique et enfin le théorème de la puissance mécanique. On va voir que tout ça, ça a la même origine et suivant les situations, il vaut mieux plutôt utiliser l'un que l'autre. Enfin, en tout cas, ça nous amène un peu plus directement donc, au résultat. Donc, le deuxième objectif, c'est de savoir quand utiliser plutôt l'un que l'autre. En termes de prérequis, donc je vais considérer que vous connaissez donc la définition de la puissance d'une force, c'est ce que j'ai rappelé ici donc dans l'encadré numéro 1. Hein. Donc la puissance d'une force, c'est le produit scalaire de cette force par le vecteur vitesse du point sur lequel cette force va s'exercer. Hein, je rappelle que la puissance d'une force, ça va donner un nombre, hein, et ce nombre va nous indiquer que si cette force est seul à s'appliquer donc sur le système, on va savoir par là si ça va avoir tendance à favoriser donc une augmentation de la valeur de la vitesse, autrement dit une augmentation de l'énergie cinétique, ou une diminution de l'énergie cinétique, ou justement aucune variation donc de l'énergie cinétique. À cela, il faut connaître également la définition du travail élémentaire d'une force et aussi celle du travail d'une force, hein, qui sera l'intégrale du travail élémentaire. Donc on peut remarquer que le travail élémentaire, de manière générale, on le définit comme étant donc ici le produit scalaire du vecteur force concerné par un vecteur déplacement élémentaire, hein, ce que j'ai noté ici d de OM. Nous savons que le vecteur vitesse n'est rien d'autre que la dérivée temporelle du vecteur position. Donc si OM ici le vecteur déplacement élémentaire, on s'arrange pour que ça soit donc le vecteur position. Ici, d de OM va être égal à V fois dt. Donc, si on remplace dans cette expression, on voit ici qu'on fait apparaître la puissance d'une force et finalement, le travail élémentaire d'une force est égal à la puissance de cette force multipliée par l'élément infinitésimal de durée, dt. Cette relation nous permet de donner un sens physique donc aussi à la puissance d'une force. On voit que la puissance d'une force, c'est une variation, donc ici c'est une variation, donc un transfert d'énergie, hein, delta W, c'est le travail élémentaire de la force, divisé par dt. Donc en fait, quand on a du d sur dt, hein, ça peut se traduire par une vitesse, ce qui veut dire que la puissance d'une force va pouvoir être aussi interprétée comme étant ah, petit problème, voilà, comme étant donc la vitesse à laquelle une certaine quantité d'énergie va être transférée, hein, delta W sur dt. Ensuite, bon, la seconde loi Newton, hein, qui est quasiment omniprésente, hein, donc je rappelle une des expressions les plus utilisées, donc la force qui consiste ici donc à réunir l'ensemble des forces qui agissent sur le système, donc ce qu'on appelle aussi la résultante des forces, est proportionnelle au vecteur accélération et le coefficient de proportionnalité, eh bien c'est la masse du système qui subit l'ensemble de ces forces. Alors ça c'est vrai effectivement à condition qu'on soit dans un référentiel galiléen, quand les forces concernées sont les forces d'interaction, et quand on ne tient pas compte donc des forces d'inertie qui seraient dues à la présence d'un référentiel non galiléen. Et donc cette proportionnalité n'est vraie que lorsque la masse du système est constante. Bon, quand il s'agit de la mécanique du point, effectivement on attribue une masse à ce point et cette masse, on va pouvoir considérer qu'elle est invariable dans le temps. La définition de l'énergie potentielle également, qui est une traduction finalement d'une conservation de l'énergie mécanique, hein, à une force dite conservative, ce que j'ai noté ici FC, eh bien on peut associer lorsque celle-ci travaille une variation d'énergie potentielle, de telle façon à ce que lorsque cette force travaille, ça vienne alimenter donc une certaine quantité d'énergie potentielle qu'on va pouvoir attribuer donc au système étudié. Ce qu'on aurait pu écrire d de P est égal à l'opposé du travail élémentaire de la force. Donc tout ceci, la somme des deux là, qui est égale à 0, traduit simplement en fait qu'on a une sorte de conservation de l'énergie ici, ce qui justifie que cette définition de l'énergie potentielle ne peut être associée qu'à des forces conservatives. Et également donc la définition de l'énergie mécanique. Alors attention à cette énergie mécanique, hein, c'est la somme de l'énergie cinétique plus de l'énergie potentielle, comme on peut le dire en général. Ici, j'ai indiqué la somme sur I des EPI, parce que s'il y a plusieurs formes d'énergie potentielle, forcément dans l'énergie potentielle totale du système, ça va être la somme des énergies potentielles, donc associée à chacune des forces conservatives. Bien, donc voilà pour les prérequis. Alors, on va commencer, donc, je dirais, par le plus évident, peut-être le plus important des théorèmes, hein, le théorème de la puissance cinétique, donc ce que je vais noter en abrégé TPC, un théorème de la puissance
cinétique. Alors on va voir que ce théorème, finalement, ça revient donc à établir une relation entre la puissance de la résultante des forces et les variations temporelles, notamment de l'énergie cinétique. Alors si on s'intéresse à la puissance de la résultante des forces, on va pouvoir écrire, donc, comme c'est indiqué au-dessus, hein, la puissance de la résultante des forces, donc avec F étant la résultante des forces qui s'appliquent, donc des forces d'interaction qui s'appliquent sur le système. Donc par définition, c'est le produit scalaire de cette résultante des forces par le vecteur vitesse qu'anime donc l'objet étudié. Or, d'après la troisième loi de Newton, d'après la deuxième loi de Newton, F est proportionnel donc ici au vecteur accélération. Le vecteur accélération, ça n'est rien d'autre que la dérivée temporelle du vecteur vitesse, ce qui veut dire qu'on va pouvoir remplacer F par son expression ici, et on aura donc m fois donc dérivée temporelle du vecteur vitesse, multiplié scalairement par le vecteur vitesse. Donc là, j'ai utilisé la deuxième loi de Newton pour pouvoir donc écrire ceci. Donc ça veut dire que là, j'ai des restrictions. Hein, c'est ce que j'ai écrit, c'est dans un référentiel galiléen, avec donc la masse du système qui est constante. Hein. Et donc la petite astuce quelque part mathématique, hein, si on regarde un petit peu donc l'expression que je viens d'écrire, donc le produit scalaire ici, donc dv sur dt multiplié scalairement par v, eh bien ça c'est de la forme mathématique une dérivée, donc la dérivée de la fonction multipliée par cette fonction, et ça n'est rien d'autre que la dérivée de cette fonction au carré, donc divisé par 2, c'est la moitié de la dérivée de la fonction au carré. D'autres termes, c'est-à-dire que vous connaissez très bien, donc si on a une fonction qui se note u au carré, vous dérivez ça par rapport au temps, et bien vous écrivez que c'est 2 fois u', donc dérivée de u par rapport au temps, multiplié par u, hein, ce qui veut dire que effectivement, quand j'ai du u' fois u, le facteur 2, je le fais passer de l'autre côté, ça veut donc dire que c'est la dérivée de u carré sur 2. C'est ce que je vais utiliser ici. Donc, ce qui veut dire que cette expression, alors la masse étant constante, on va pouvoir la mettre à l'intérieur de la fonction dérivée. Donc, ceci, ça veut dire que je vais avoir la dérivée par rapport au temps de m fois v carré. Alors, v carré étant donc la norme donc, du vecteur vitesse au carré, hein, c'est v scalaire v ici, mais bon, v scalaire v, c'est la norme au carré, donc la flèche est un peu inutile dans cette expression. Et on reconnaît ici donc l'énergie cinétique d'un mobile ponctuel en translation, mv carré sur 2, donc 1 demi de mv carré. Donc ici, on voit bien que finalement, la puissance de la résultante des forces n'est rien d'autre que la dérivée temporelle de l'énergie cinétique. Bon, c'est ce qui constitue donc le TPC. Alors, ce qu'on pourrait noter de façon un peu plus légère, puissance de la résultante des forces est égale dérivée temporelle de l'énergie cinétique. Ce qu'on peut noter EC point, puisqu'en physique, le point signifie dérivée temporelle de ce qu'il y a en dessous. Donc voilà pour le théorème de la puissance cinétique. Alors, après cela, donc, on peut revenir sur des standards un peu plus utilisés, notamment dans l'enseignement secondaire. Le théorème de l'énergie cinétique, alors là, ça va devenir extrêmement rapide, hein, même si là, vous voyez, c'est déjà assez rapide comme ça. Donc, le théorème de l'énergie cinétique peut se démontrer à partir du théorème de la puissance cinétique. Donc, d'après le théorème de la puissance cinétique, on peut écrire que la puissance de la résultante des forces est égale à la dérivée temporelle de l'énergie cinétique. Ceci, c'est strictement équivalent à écrire que la puissance de la résultante des forces multipliée par l'élément de durée dt infinitésimal est égal à une petite variation de l'énergie cinétique. Et P fois dt, comme ce que je vous rappelais ici dans la relation petit 2, P fois dt, ça n'est rien d'autre que le travail élémentaire, ici donc de la résultante des forces. Ce qui veut dire que cette écriture revient à écrire qu'une petite variation, donc une variation infinitésimale de l'énergie cinétique, est égale au travail élémentaire de la résultante des forces. Bon, ça constitue le théorème de l'énergie cinétique. Alors, c'est son expression dite locale, contrairement à l'expression intégrale qu'on va donc, préciser ensuite. Donc là, on a une expression locale, puisque ce sont pour des variations infinitésimales. Donc on parle d'expression locale du théorème de l'énergie cinétique. Alors évidemment, pour avoir son expression dite intégrale, il suffit de reprendre cette expression dite locale et d'intégrer, comme son nom l'indique. Donc intégrer entre deux bornes. Donc imaginons que ça part d'un point A, ça arrive à un point B. Donc si on intègre entre les deux mêmes bornes, cette égalité reste vérifiée. Et ici,
donc l'intégrale de D de EC entre A et B, eh bien c'est l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A, ce qu'on pourrait noter aussi delta de EC, une variation à notre échelle de l'énergie cinétique. Et l'intégrale de A à B du travail élémentaire, ça par définition, c'est le travail pour aller de A jusqu'à B de la résultante des forces. Bien. Donc là, celle-ci est un peu plus connue, puisqu'au niveau secondaire, c'est surtout celle-ci qu'on utilise, et dans la pratique, effectivement, c'est celle-ci qu'on peut utiliser. Donc là, on a une expression dite intégrale. Voilà. Bon, ça, c'est pour le théorème de l'énergie cinétique. Alors, troisième théorème énergétique, donc le théorème de l'énergie mécanique, ce que j'ai donc noté TEM, théorème de l'énergie mécanique. Alors là, on a pour habitude, quand on a donc la résultante des forces d'interaction, de scinder ça donc, en des forces dites conservatives, donc de classifier en quelque sorte les forces, et en d'autres forces dites non conservatives. Alors, pour les forces conservatives, comme c'est rappelé donc au début, donc pour les forces conservatives, eh bien, on peut définir ou associer une fonction énergie potentielle telle que une petite variation de l'énergie potentielle est égale à l'opposé du travail élémentaire des forces dites conservatives. Pour les forces non conservatives, alors là, on peut avoir quelques petites nuances. Dans des forces non conservatives, eh bien, on a des forces dont le travail élémentaire est nul et d'autres dont le travail élémentaire a tendance effectivement donc, à être non nul. Et de manière générale, on a surtout des forces dissipatives. Et dans ces forces dissipatives, eh bien, on va voir un travail élémentaire qui va avoir pour effet de diminuer donc l'énergie mécanique. C'est ce que va nous dire le théorème de l'énergie mécanique. Donc, pour les forces non conservatives, il est hors de question de définir une fonction énergie potentielle, de lui associer effectivement donc une fonction donc énergétique. Donc ici, on va voir donc essentiellement dans les problèmes, j'ai marqué surtout donc des forces dissipatives. D'autres forces, comme la tension du fil, qui n'est pas une force dissipative, mais qu'on ne peut pas non plus qualifier de force conservative, on a du mal à la mettre dans l'un ou dans l'autre. De toute manière, la tension d'un fil, quand on en calcule son travail élémentaire, il est nul. Donc, même si on voulait lui associer une fonction énergie potentielle, ce serait une fonction énergie potentielle qui serait nulle tout le temps. Donc, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc là, ça sort un petit peu de cette classification. Alors nous, ce qui va être intéressant de voir, c'est quand il y aura des forces dissipatives qu'on va placer dans les forces non conservatives. Donc on va se contenter effectivement de cette partie-là. Si on reprend donc le théorème de l'énergie cinétique donc, dans son expression locale, ça nous indique donc une petite variation de l'énergie cinétique est égale au travail élémentaire donc de toutes les forces. Et dans toutes les forces, il y a donc les forces conservatives plus les forces non conservatives. Et là, je vais simplifier un petit peu. Je vais indiquer que les forces dissipatives, puisqu'il y aura certaines forces dont le travail élémentaire sera nul, et je ne les comptabiliserai pas là-dedans, puisque de toute façon, ça ne va pas apparaître. À ceci, donc, près que le travail élémentaire des forces conservatives, on peut remplacer ça par l'opposé d'une petite variation d'énergie potentielle. C'est-à-dire que si on va voir ceci égal à l'opposé d'une petite variation d'énergie potentielle, plus le travail élémentaire, notamment donc des forces dissipatives. Moins des 2 EP, on le fait passer de l'autre côté, en plus des 2 EP. La somme de variations élémentaires est égale à la variation élémentaire de la somme. Donc ça veut dire que ici, ça sera équivalent à écrire qu'une petite variation donc de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle égale au travail élémentaire, donc des forces dissipatives. Et par définition, comme je l'ai donné dans les prérequis, l'énergie cinétique, donc plus la somme des EPI, donc plus l'énergie potentielle globale, donc associée donc au système, ça c'est ce qui définit donc l'énergie mécanique. Ce qui veut dire qu'ici, on va voir une relation entre les variations infinitésimales donc de l'énergie mécanique et le travail uniquement des forces dissipatives. Donc là, on a une expression dite locale pour le théorème de l'énergie mécanique, un peu à l'image de ce que nous avions pour l'énergie cinétique. Alors évidemment, c'est cette expression locale, à mon avis, qui est à privilégier, puisque pour l'expression intégrale, eh bien, on va faire exactement la même chose que ce que nous avions fait donc, dans le théorème de l'énergie cinétique. Il suffit d'intégrer donc, entre deux points, donc le point entre guillemets, je dirais, de départ du système, donc du point A jusqu'au point B.
la variation donc, de l'énergie mécanique, et ça c'est égal à l'intégrale pour aller de A jusqu'à B du travail élémentaire uniquement des forces dissipatives. Bon, si on calcule un petit peu ça, eh bien, à l'image de ce que nous avons vu ici donc, pour le théorème de l'énergie cinétique, c'est strictement la même démarche. On aura donc l'énergie mécanique au point B moins l'énergie mécanique au point A, ce qu'on peut aussi noter donc grand delta EM, une variation à notre échelle donc, de l'énergie mécanique, est égal au travail pour aller de A jusqu'à B, mais uniquement des forces dissipatives. Donc là, nous avons l'expression intégrale du théorème de l'énergie mécanique, hein, qui est issue effectivement donc, de l'expression locale. Alors, pour terminer, on va discuter du quatrième théorème qui est aussi assez souvent utilisé, c'est le théorème de la puissance mécanique. Alors là, ça va être assez rapide puisqu'on va repartir de l'expression locale du théorème de l'énergie mécanique. Alors d'après l'expression locale du théorème de l'énergie mécanique, on a une petite variation de l'énergie mécanique égale travail élémentaire des forces dissipatives. Bon. Je vais faire la même opération à gauche et à droite de cette égalité. Je vais diviser par une durée élémentaire, donc ce que je vais noter dt, ce qui va avoir pour effet de conserver cette égalité puisque j'ai fait la même opération à droite et à gauche. Ce qui nous donne cette expression. D2m sur dt, c'est ce qu'on peut écrire de façon un peu plus concise. Donc EM point, c'est le même langage, un dérivé temporel de l'énergie mécanique, égale, et delta W sur dt, on l'a rappelé tout à l'heure, ça c'est la puissance des forces dissipatives. Donc là, on a l'expression du théorème de la puissance mécanique. Bien, alors, pour résumer, 4 expressions, 4 théorèmes différents, même origine, vous avez vu, tout provient de la définition et de la démonstration donc, du théorème de la puissance cinétique. Alors, quand utiliser l'un plutôt que l'autre? Alors, on peut remarquer que dans deux des théorèmes, le premier et le quatrième, théorème de la puissance cinétique, qui est là-haut, et théorème de la puissance mécanique, ceci, ça fait apparaître des dérivées temporelles, EM point d'un côté, EC point de l'autre. Donc, question de logique, si ça fait déjà apparaître des dérivées temporelles, ça veut dire que ces deux théorèmes, on pourra les utiliser avantageusement quand la question sera donc d'établir une équation différentielle, donc dépendant du temps, ce qui arrive donc assez régulièrement en physique. Donc, si la question est établir une équation différentielle, eh bien, on pourra choisir plutôt donc, le théorème de la puissance mécanique ou le théorème de la puissance cinétique à la place du théorème de l'énergie cinétique et du théorème de l'énergie mécanique. Ça sera sans doute plus rapide quand on fera ça. Après, à choisir entre les deux. Alors, tout va dépendre effectivement du contexte. Si on connaît la fonction énergie potentielle, eh bien, on a tout intérêt à choisir le théorème de la puissance mécanique, puisque dans EM point, on aura EC point plus EP point. Donc, si l'énergie potentielle est connue, ça veut dire que le terme de gauche va être assez facile donc, à exprimer. Et le terme de droite, on aura un peu moins de travail, puisqu'il s'agira simplement de regarder la puissance des forces dissipatives. Par contre, si la fonction énergie potentielle n'est pas connue, je pense qu'on aura tout intérêt à utiliser le théorème de la puissance cinétique, celui qui est en haut à droite, où on a donc une variation temporelle de l'énergie cinétique qui est égale à la puissance de toutes les forces d'interaction, aussi bien celles qui sont conservatives que celles qui sont non conservatives. Donc ça serait dans le cas où l'énergie potentielle ne serait pas connue. Donc, théorème de puissance, équation différentielle, et ensuite, donc, si l'énergie potentielle est connue, puissance mécanique, si l'énergie potentielle n'est pas connue, puissance cinétique. Alors les deux autres, à quoi servent-ils? Eh bien, si on regarde un petit peu, là, dans le travail donc, de l'ensemble des forces, eh bien, on va pouvoir voir apparaître là-dedans, surtout quand on va intégrer, une certaine distance. Hein, et à gauche, on va voir une variation d'énergie cinétique, donc une différence entre deux carrés de vitesse, au facteur 1,5 de m fois près. Donc là, ça va dépendre. Si la question est de calculer donc, la vitesse à l'arrivée donc, en un point B, en connaissant la vitesse en un point A, on pourra utiliser le théorème de l'énergie cinétique, puisqu'on va voir directement effectivement la solution. Si on connaît les énergies cinétiques de départ et d'arrivée et que la question est de calculer une distance, par exemple une distance d'arrêt quand il s'agit donc de frottement solide pour un objet qui glisse sur un plan incliné ou sur un plan horizontal, à ce moment-là, on aura tout intérêt aussi à utiliser le théorème de l'énergie cinétique.
Alors, pour le théorème de l'énergie mécanique, ben, on peut l'utiliser un peu pour les mêmes raisons. Pour calculer une distance, c'est quand même bien pratique, mais alors ça suppose, si on veut calculer une distance pour le théorème de l'énergie mécanique, eh bien que l'on connaît la fonction énergie potentielle, un peu comme pour le théorème de la puissance mécanique en fait. Si on connaît la fonction énergie potentielle et qu'on a à calculer une distance, et je pense que le théorème de l'énergie mécanique sera celui qui va nous amener le plus rapidement au résultat. Alors après, c'est pas une obligation, on peut utiliser n'importe lequel de ces théorèmes, l'aménager, mais ça fait assez souvent donc quelques lignes de calcul supplémentaires. Après, c'est une question de logique. Équation différentielle, on va prendre un théorème dans lequel il y a une dérivée temporelle, normale. Pour évaluer une distance, deux questions à se poser. Est-ce que je connais l'énergie potentielle? Si oui, on utilise le théorème de l'énergie mécanique. Sinon, on utilise le théorème de l'énergie cinétique. Et puis ensuite, si c'est calculer une vitesse, bon, il y a de grandes chances que ce soit le théorème de l'énergie cinétique qui vous donne effectivement l'expression la plus rapide pour avoir la vitesse. Après, s'il s'agit de calculer une distance sans connaître la fonction énergie potentielle, pareil, c'est le théorème de l'énergie cinétique qu'il faudra effectivement privilégier. Bien, alors voilà pour ce petit point sur l'utilisation des théorèmes énergétiques et pour les démonstrations. Ça sera tout pour aujourd'hui. Donc prochaine vidéo prévue, sans doute d'ici demain, parce que je sais que certains ont des examens à passer donc la semaine prochaine. Ça sera donc sur les mouvements de particules, donc dans des champs conservatifs, et notamment dans des champs de force newtonienne, donc quelque chose qui est un peu plus complexe, et je vous présenterai ça donc dans les jours qui suivent. Bien, bon courage à tous, et puis à la prochaine fois donc sur EPS.